Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue encore avec la CCN2, le chapitre 3 sur le VLAN. Désolé pour ce petit ton dû principalement aux contraintes professionnelles et à mon travail. Allez, on continue. Ce que j'étais en train de dire dans le chapitre précédent, on a introduit les VLAN, on a vu globalement ce que signifient les VLAN et les différents types de VLAN existants. Après, il y a un sujet très important à aborder sur les VLAN. Je vais prendre pour cela mon petit tableau blanc et on va devoir le détailler. Alors, petit rappel sur les VLAN, je pense que tout le monde connaît maintenant. Mon petit rouge, tu sais que je t'aime pas trop. Allez, je vais faire comme ça. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est le blanc qui le prend. Je crois que je dois faire... Ouais. Bref, allez, on continue. Alors, je prends mon petit switch. On a dit que ici, par exemple, on va couper notre équipement en 3 VLAN, VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Je vais faire pareil de l'autre côté et puis je vais prendre ici encore 3 VLAN, VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. J'imagine que les deux switches, ça c'est ce qu'on va appeler S1, celui-ci on va appeler S2 et puis on va interconnecter ces deux switches-là par deux ports que je vais appeler aussi port 1 ici et également port 1 ici. Allez, peu importe. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Si le switch, si ce switch-là, ou ce PC qui est sur le VLAN 10, tente de pinguer ou d'envoyer quelque chose à l'utilisateur qui est sur le VLAN 10 de l'autre côté. On a dit, ça va fonctionner sans aucun problème. Évidemment, parce qu'on parle de deux utilisateurs qui utilisent le même VLAN. Ça va fonctionner sans souci. Deux utilisateurs maintenant qui utilisent deux VLAN différents. Ça va se passer comment ? Par exemple, un 10 avec un 20. Ce qu'on a dit toujours, que deux VLAN veut dire une séparation totale de l'utilisation du trafic. C'est ce qui fait que ici, le VLAN 10, s'il tente d'accéder au VLAN 20, ça ne va évidemment pas fonctionner. Et du coup, le problème est résolu et on n'en parle plus. Maintenant, on va poser une autre question un peu plus importante. On a bien compris l'appartenance d'un port à un VLAN. Du coup, on a dit que tous les ports par défaut appartiennent au VLAN 1 et puis nous allons commencer juste après à retirer les ports de VLAN 1 et à les mettre sur un autre VLAN. Si vous n'avez pas très bien compris cela, je vous laisse voir la vidéo précédente. Après maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer concernant les ports intermédiaires, les ports qui sont au milieu ? Regardez ce qui se passe ici. On va aller étape par étape. Si je prends le port qui se situe dans le VLAN 10, derrière ce port, j'imagine il y a un PC. Je vais dessiner un PC. La première question que je vais poser, malheureusement, je n'ai pas des étudiants en face de moi, je vais répondre moi-même. La première question que je vais poser, en face le PC, en face le switch, il y a un PC. Ce PC se situe dans le VLAN 10. Est-ce que ce PC, il sait qu'il se situe dans le VLAN 10 ? C'est ça la question. La réponse, évidemment, non. Le PC, c'est un équipement de couche 7. On ne va pas appeler ça couche 7, on va appeler couche 3 ou plus. C'est que tout ce qui est supérieur à la couche 2, c'est ce qui fait qu'un équipement supérieur à la couche 2 n'est pas censé avoir les informations de VLAN. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. Alors, comment ça se passe concrètement ? Ce PC qui se situe sur un port ici va envoyer une requête qui, par exemple, elle va passer, je vais dire n'importe quoi, à ce PC qui est de l'autre côté. Alors, ce qui va se passer, c'est que la requête, une fois elle rentre sur le port du VLAN 10, à partir de maintenant, ce port-là est bien configuré sur le VLAN 10, le switch, il va dire « Attendez, pour éviter de perdre l'information, quelque part, je vais devoir taguer ce trafic par le numéro de VLAN. C'est une étiquette. Comme ça, tu gères, imagine que tu gères un stock, et puis dans ton stock, tu as énormément d'informations qui rentrent, énormément d'articles qui rentrent, tu vas devoir les taguer par un numéro d'étiquette chacun. C'est exactement comme ça qu'on gère cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant ? On va taguer le flux de trafic. On appelle ça le .1Q, le 802.1Q, le .1Q, le dot comme point 1Q. Alors, comment ça se passe concrètement ? Concrètement, on a la trame Ethernet que vous connaissez déjà, qui contient l'adresse MAC source, destination, le préambule de début de trame, la fin de trame, le champ de contrôle de redondance cyclique, etc., etc. Et puis, elle a quelque part ici la data. C'est la partie la plus importante de la trame, la data. Ce qu'on va faire, on va ajouter ici une étiquette. On va écrire par exemple 10. Je vulgarise évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant ? À partir de maintenant, ce trafic-là, il va traverser ce port qui est là, le port 1, le fameux port 1. Pour éviter que le trafic soit perdu,
tout trafic qui passe par le port 1 sera étiqueté par l'ID de VLAN, sera tagué par l'ID de VLAN. Du coup, quand le 20 il passe, ça sera 20 pour le 30, etc., etc. Alors, une fois le trafic passe, par exemple le 10 il passe ici, le 10 va partir au PC par exemple de VLAN 10 qui est bien là. Je répète la même question. Est-ce que le PC qui se situe dans le VLAN 10 a besoin d'avoir l'information de VLAN? La réponse est non. Il n'y a pas que ça aussi, il y a une autre remarque. Quand on tag ce 10 là, c'est qu'on a ajouté un tag spécifique qui s'appelle le .1q. Est-ce que le PC le connaît? Est-ce que le PC est au courant de cette histoire? La réponse est non. C'est ce qui fait que le PC, s'il reçoit une requête taguée, une trame taguée, ce qu'il va faire, il va la supprimer parce qu'il va voir un chiffre au milieu, il ne le comprend pas. La carte réseau de nos PC est configurée de telle manière qu'elle lise, qu'elle puisse lire les informations Ethernet, mais c'est les informations Ethernet qu'elle connaît, pas les informations Ethernet avec des tags en plus. Ok? C'est que pour ces deux raisons-là, tout le trafic qui passe sur le port d'un PC est censé passer sans tag de VLAN. C'est ce qui fait que ici, le trafic va passer comme ça, comme ça. En rentrant sur le switch, on va supprimer ce tag. Comme ça, il n'y aura plus de tag. Et puis, le trafic va sortir sur le PC en face. Du coup, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? On tire une conclusion très importante, c'est que les ports qui sont là, qui sont les ports d'interconnexion entre switch et switch, c'est des ports qui sont des ports qui passent le flux tagué, le flux étiqueté. Ça, c'est un T, hein? C'est pas un J, un T. Alors, si vous avez un switch face à un PC, alors le trafic ici qui passe, c'est un trafic untag, un trafic non tagué. Ok? Très bien. J'imagine que c'est bien clair. Tout trafic qui circule ici n'est pas tagué par le numéro de VLAN. Alors, tout trafic qui circule entre switch avec un routeur, etc., c'est un trafic tagué avec l'ID de VLAN. Et ce port-là, le port d'un switch qui est face à un switch, c'est un port qui ne fait partie d'aucun VLAN au final. C'est que c'est un port qui laisse passer tous les VLAN, mais pour qu'on ne soit pas perdu, il va juste les taguer, il va juste les étiqueter par un numéro d'étiquette spécifique. C'est bon? C'est bon. La couche supplémentaire de Cisco, c'est quoi? Cisco s'est dit, mais attendez, on ne va pas trop s'embêter. Parce que si vous travaillez dans un autre environnement que Cisco, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir faire le tour de la totalité des ports et les configurer chacun avec le numéro de tag. Par exemple, si je prends par exemple une commande Extreme Networks, qui est un concurrent à Cisco sur le marché, vous allez écrire configure VLAN 10 add port fast Ethernet 01 tag ou un tag. Vous voyez? Du coup, vous allez dire vous-même taguer ou untaguer chaque port. La règle est très simple. Le port qui est face à un user n'est pas à taguer. Le port qui est face à un switch, c'est à taguer. Je pense que je l'ai répété 10 fois. Elle est claire pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? À partir de maintenant, on va se poser une autre question. Cisco s'est dit, mais écoutez, c'est très compliqué et je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Extreme, sur HP, etc. Oui, je vous confirme, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Cisco a trouvé une solution. Il a dit, bah écoutez, on va plus s'embêter avec ces histoires-là. On va trouver une solution très simple. Tous les ports qui sont à taguer, on va les appeler dorénavant des ports d'agrégat. En anglais, on dit des ports trunk. Tous les ports qui sont connectés à des PC ou qui sont untag, non tagués autrement dit, on va les appeler des ports access. C'est ce qui fait que, pour faire très très simple, la totalité des ports qui sont face à des PC, on va les appeler ports access. La totalité des ports qui sont face à des switches, autres switches, on va les appeler ports trunk. Ça s'appelle le mode opérationnel. Du coup, le résultat. Un port va opérer obligatoirement en mode trunk ou en mode access. OK? Il n'a pas un autre mode. Alors, vous allez me dire, OK, mais comment je peux savoir si mon port est en mode access ou en mode trunk? Très bien. Si vous posez la question, c'est que vous suivez très bien. Alors, on va résoudre ça. On va dessiner un très gros tableau, comme ça, comme ça, comme ça. On va dire qu'on a ici deux switches. Switch 1 et switch 2. OK?
Et on va couper ce tableau sur 2. Et pareil, on va couper ce tableau sur 2. Et puis, on va couper les deux encore sur 2. Et puis, on va couper les deux encore sur 2. Et puis là, pareil, on va couper ça en 2. Désolé pour le dernier, il prendra un petit espace. On va le couper encore en 2. Le tableau est dessiné. Alors, un switch, il peut avoir deux façons. Le mode automatique, le mode dynamique, on va appeler ça. Le dynamique, il est là. Sinon, le mode statique, le contraire du dynamique. Pareil de l'autre côté, on a un dynamique et on a un statique. Alors, c'est quoi la différence entre le dynamique et statique? Un statique, c'est que vous avez fait vous-même le port en mode trunk ou en mode access. Du coup, c'est vous-même qui avez inséré la commande trunk ou access. Pareil ici, vous allez mettre vous-même trunk ou vous allez mettre vous-même aussi access. OK? Maintenant, le mode dynamique, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Le mode dynamique, c'est il y a un protocole chez Cisco qui s'appelait historiquement ISL, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, et qui s'appelle aussi Dynamic Trunking Protocol, le DTP, qui est la version la plus récente de l'ISL. Alors, le Dynamic Trunking Protocol, c'est un protocole qui peut négocier le trunk à votre place. C'est ce qui fait que, ici, un port, il peut être en mode auto, il peut être en mode desirable. Désirable. Je vais arrêter là. Il peut être ici en mode auto, il peut être en mode desirable. Vous allez peut-être poser une autre question qui dit mais ok, mais comment je peux le savoir? Il y a une commande pour le savoir. On va passer à la conf et vous allez le voir tous. Deuxième question que vous pouvez poser, j'anticipe des questions, comme ça. Deuxième question que vous pouvez poser, c'est que vous pouvez dire mais pourquoi Cisco identifie un port en dynamique desirable ou en dynamique auto? Ça, c'est Cisco qui le décide, c'est pas vous. Vous pouvez le changer évidemment, mais c'est Cisco qui décide de base. C'est qu'il y a une configuration par défaut. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, quand le switch vient de l'usine, tous les ports sont déjà configurés en mode dynamique, auto ou desirable, un des deux. Aussi, par défaut, le protocole DTP qui négocie le trunk est déjà activé. OK? Alors, l'objectif, c'est de passer le trunk. Du coup, quand on dit le trunk échoue ou la négociation échoue, veut dire quoi? Veut dire le port passe en access. OK? Alors, prenons l'exemple très simple ici. Si je reviens ici dans mes switches, allez, je prends ça. Je suis sur le switch 2. En face, le VLAN 20, il y a un PC. OK? On branche le PC sur le switch. Le switch commence à envoyer les messages DTP pour dire « Bonjour monsieur, je veux bien négocier avec toi le trunk ». Le PC en face, c'est un PC, c'est pas un switch. Du coup, le PC en face, il n'envoie pas les messages DTP. Il ne sait même pas ce que c'est, il les ignore. Alors, le switch, au bout d'un certain temps, il envoie les DTP. Quand il ne reçoit pas de réponse, il va mettre le port en quoi? En mode access. Du coup, le mode qui est par défaut, si on échoue la négociation de trunk, c'est le mode access. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre l'auto et les desirable? L'auto, c'est un mode qui va dire... C'est un mode qui est totalement passif. C'est la différence entre passif et actif aussi. Vous trouverez dans quelques bouquins ceux qui disent passif et actif. Alors, le mode auto, c'est un mode qui va dire « Bonjour monsieur, je suis prêt à négocier le trunk ». Et il s'arrête là. Le desirable, il va dire « Bonjour monsieur, je t'impose à devenir trunk ». Une relation entre deux switches, si un des deux ports est trunk, l'autre, il passe automatiquement aussi en trunk, à condition qu'il ne soit pas en access statique. OK? C'est du coup la condition, c'est que si vous avez un desirable d'un côté, de l'autre côté, qu'il soit auto ou desirable, peu importe, ça passera toujours en trunk. Vous comprenez que les modes que vous voyez ici, on appelle ça les administratifs modes, admin mode. Autrement dit, ce que vous configurez vous-même ou ce qui vient de la maison. Par contre, ici, c'est l'opérationnel mode. C'est le résultat final de la négociation. OP, j'oublie, on lève ça. Rationnel. OK? Du coup, ça, c'est le mode opérationnel et ça, c'est le mode administratif.
Ça, c'est ce que vous configurez en haut. En bas, le résultat final. Qu'est-ce que ça va donner? Ok. Allez, on continue. Du coup, là, ça, c'est la première règle. Si vous avez un dynamique d'un côté et un dynamique d'un côté, dans tous les cas, le trunk va monter. Si vous avez que les access, que les autos, pardon, un auto, il va discuter avec un autre auto. Il va lui dire « Bonjour, je suis prêt à devenir trunk ». Et l'autre, il va lui dire quoi? « Bonjour, je suis prêt à devenir trunk ». Alors que personne ne prend l'action, vous voyez? Résultat final, c'est quoi? Le trunk échoue. Le trunk échoue veut dire quoi? Le port passe en access. C'est bon? Deuxième règle, si vous connaissez la deuxième règle, ça sera très simple pour tout le monde. Quand il y a du statique contre le dynamique, c'est toujours le statique qui gagne. Évidemment, c'est normal. Le statique veut dire quoi? Veut dire un être humain est intervenu et un être humain a imposé ou a influencé le choix. Le choix, évidemment, c'est toujours l'être humain qui gagne. C'est ce qui fait qu'au final, on va avoir le statique qui gagne toujours. Allez, on va remplir le tableau ensemble, on va le remplir. Vous allez voir, c'est trop facile. Auto avec auto, on a dit, c'est access. Parce que le trunk ne monte jamais quand il y a deux autos ensemble. Auto avec un desirable, on a dit, s'il y a un desirable d'un côté, c'est le trunk qui gagne. Je pense que ça devient très simple. Auto avec desirable, c'est exactement le même cas ici, c'est trunk. Desirable avec desirable, c'est raison de plus, les deux sont prêts à passer trunk et les deux poussent à devenir trunk. Du coup, c'est raison de plus que ça soit trunk. Auto avec un trunk, qu'est-ce qu'on a dit? Statique contre le dynamique, c'est toujours le statique qui gagne. Du coup, si tu vois un trunk, c'est trunk. Et si tu vois un access, c'est access. Pareil, trunk avec desirable, c'est le trunk qui gagne. Access avec desirable, c'est access qui gagne. On continue toujours. Auto, ça sera exactement le même exercice dans l'autre sens. Auto avec trunk, c'est trunk qui gagne. Auto avec access, c'est access qui gagne. Desirable avec trunk, c'est desirable qui gagne. Ou access, ou trunk, vous suivez bien? Allez, trunk contre un dynamique, c'est trunk. Desirable access, c'est access. Pourquoi? Je vous laisse trouver la réponse. Trunk contre trunk, bah c'est normal, c'est trunk. Access contre access, c'est normal, c'est access. Ah, trunk contre access, ça ne marche pas. Trunk contre access, ça ne marche pas. Du coup, si vous avez un trunk d'un côté et un access de l'autre, le port va monter un message d'erreur qui dit bah, écoutez les amis, mettez-vous d'accord. Je ne trouve pas de réponse. Ok? Là maintenant, comme ça, on a tous les états possibles d'un port de switch. Alors, est-ce que vous voulez mon avis? Là, pour une fois, je vais avoir besoin du rouge. Alors, si vous voulez mon avis, oubliez tout ça. Tout ça à la poubelle. Si vous voulez mon avis. Ça, c'est mon avis personnel, vous ne le trouvez pas dans les bouquins. Pourquoi je vous dis ça? Ce que je dis toujours aux étudiants, un bon administrateur réseau, un bon ingénieur réseau, c'est lui qui décide. Tu laisses rien au hasard. Vraiment rien. Là, comme ça, tu as un peu laissé au hasard. Imagine que tu as un dynamique desirable ici, tu as un dynamique auto ici, tant mieux pour toi, le port a monté. Vous allez voir en avançant dans la formation et quand on fait aussi la cybersécu, vous allez voir que c'est une faille de sécurité très importante. Rappelez-vous qu'on est en train de faire un port ici qui sert d'un pont, qui laisse passer tout le monde. C'est un peu la fête, hein, c'est vraiment la fête, tout est ouvert. C'est ça l'objectif du trunk chez Cisco. Du coup, chez Cisco, aujourd'hui, il n'y a plus le tag, etc. C'est la fête, c'est l'open bar, tout est ouvert, tout est open. Vous voyez? En plus, le protocole DTP, ça présente déjà une faille de sécurité. En plus, ça fait de la bande passante qui circule pour rien. En plus, on laisse un peu les choses au hasard. Non, on ne fait jamais ça. C'est ce qui fait que nous, comme des bons ingénieurs que nous sommes, on va désactiver le DTP, on va déclarer les VLAN qui sont autorisés à passer le trunk et on va choisir nous-mêmes la totalité des ports. Retenez très bien ces trois règles. 1. Décider le trunk ou l'access sur les ports access. 2. C'est à nous-mêmes de désactiver le DTP. Désactiver DTP. Troisième règle très importante, c'est quoi? C'est définir les VLAN qui passent sur le port. Ne laissez pas mode trunk et vous arrêtez là.
OK? Du coup, ça, c'est pour respecter les règles de sécurité. Vous allez me dire, est-ce que ça marche quand même? Oui, ça marche. Si tu laisses le DTP, tu mets un dynamic disable d'un côté, etc., ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Sauf que, bon, ça sera un peu bête. OK? Ça, c'est tout ce qui concerne la configuration des modes de trunk, d'access, etc. Je vais résumer tout ce que j'ai dit en 20 minutes, en 2 secondes. Tous les ports qui sont face à des PC, il faut les configurer en mode access. Tous les ports qui sont face à des switches ou des routeurs, il faut les configurer en mode trunk. C'est bon? C'est quoi la différence? Un mode access, c'est un port qui ne laisse passer que le VLAN en question et en non tagué. Un mode trunk, il laisse passer tout le monde et il tag chaque VLAN sauf un seul VLAN. Je vous laisse deviner lequel. 1, 2, 3, c'est le VLAN natif. C'est le fameux VLAN 1. Faites attention. Le VLAN 1, c'est un VLAN qui fait tout. C'est un VLAN data, natif, etc. Il fait tout. L'objectif, on a dit, dans le chapitre précédent, dans la vidéo précédente, on a dit, il faut lui retirer la totalité des rôles. Le VLAN 1, il faut le laisser comme ça, vide. Parce que c'est le VLAN cible de tous les hackers en matière de sécurité. Du coup, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de retirer tous les rôles au VLAN 1. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer un VLAN natif. Dans les bouquins de Cisco, c'est toujours Cisco choisit le 99. Évidemment, il ne faut pas choisir le 99, c'est très connu. C'est le 1 de Cisco, le 99. OK? Du coup, juste dans les exercices, on fait toujours 99. OK? Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un autre VLAN qui sera le natif. Rappelez-vous ce que fait le VLAN natif. Le VLAN natif, c'est le VLAN qui fait circuler tout le trafic d'administration. C'est le trafic qui ne doit pas sortir des switches. Par exemple, le DTP, vous le voyez. Il y a d'autres protocoles il y a quelques-uns que vous connaissez, il y a d'autres que vous allez connaître à chaque fois qu'on avance. C'est ce qui fait que chaque switch, il discute avec le switch d'en face. Ils communiquent ensemble, ils s'envoient des messages, des réponses, etc., etc. Du coup, cette communication entre les différents switches, elle doit prendre quand même un VLAN. Ce VLAN, c'est lequel? C'est le VLAN natif. Pourquoi ne pas taguer le VLAN natif? Parce qu'on a dit toujours que le trafic qui circule entre les switches, on le tag pour qu'il ne soit pas perdu, pour qu'on puisse savoir de quel VLAN on parle. Alors ici, le VLAN natif, il ne sortira jamais de ce switch. Il sortira jamais de ce switch. Alors quel est l'intérêt de le taguer au final? Aucun. C'est ce qui fait qu'au final, on ne va pas taguer le trafic du VLAN natif. OK? Du coup, le VLAN natif, il faut qu'on l'identifie. Il faut qu'on dise au switch que c'est le VLAN natif. Et tout le trafic qui circule entre les deux switches, qui concerne le trafic d'administration, pas le trafic de data ou de voix ou peu importe, c'est un trafic qui ne sortira jamais des switches et qui ne sera jamais étiqueté entre les deux switches. OK? Je pense que c'est clair pour tout le monde et je pense qu'on a fait le tour de toute la partie théorique du VLAN. Je vais revenir ici. Qu'est-ce que je trouve? Vue d'ensemble de VLAN, on a vu. VLAN dans un environnement à commutation multiple, on l'a vu. Le trunk, on a vu. Le protocole DTP, on a vu. La seule chose qu'on n'a pas encore vue, c'est la partie configuration du VLAN. Et là, on va passer sur Packet Tracer et on va s'amuser à configurer ensemble le VLAN. On va s'arrêter là et puis on va... oui, dans une prochaine vidéo, c'est mieux de faire comme ça, une petite vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va attaquer la configuration de VLAN. C'est quelque chose de très important. Allez, je vous dis bon courage à tous et à la prochaine vidéo. Salut à tous.